Pendant 10 ans, elle a été célibataire. 10 ans à se construire, à voyager, à aimer sa liberté. Et une certitude, faire un enfant seul, très peu pour elle. Elle a vécu au Canada, en Italie, aux Pays-Bas, et partout, elle a observé des façons de faire famille qui remettent sacrément en question les normes françaises. Elle est montée sur scène avec son compagnon pour un TEDx intime et courageux, où ils ont posé ensemble la question que tant de couples évitent. Faire un enfant ou non? Comment on décide à deux? Elle sait ce que c'est, aimer sans être d'accord, avancer ensemble, avec une différence de désir qui fait trembler les fondations. Alors, que faire quand on aime profondément quelqu'un, mais qu'on ne veut pas forcément les mêmes choses? Est-ce qu'on peut encore construire un nous quand on ne partage pas le même rêve de parentalité? Et comment on évite de se perdre soi-même pour que ça fonctionne? Aujourd'hui, on en parle avec Amy Druhen, qui est aussi cofondatrice de ce podcast et cofondatrice de Motherhood. Alors bienvenue Amy. Merci Laurie pour cette introduction que je n'ai pas osé lire jusqu'au bout. Tu gardais la surprise. Exactement, j'avais envie de garder l'émotion de cette introduction. Merci. Eh bien, avec plaisir. D'ailleurs, comme toutes les invitées, oui. Je te propose de répondre à cette première question pour en dire plus sur toi. Si ton rapport à la maternité ou à la non-maternité était un gif ou un emoji, ça serait lequel? Alors, ce serait un emoji qui... En fait, ce serait plusieurs emojis en même temps. Ce serait l'emoji maison. Mais pas la maison avec les gens devant, vraiment la maison parce que c'est un lieu et pour moi c'est important le lieu de faire famille, le lieu de, du couple. Ce serait, moi je suis en couple hétéro alors du coup le petit couple et ce serait ma famille élargie, 2 chevaux, 2 chats. Donc ce serait ce mélange des 7 emojis en fait, plus la nature qui ferait mon rapport à la maternité. C'est vraiment comme ça que je le ressens aujourd'hui. Ok, super. Donc une famille avec les animaux et la nature. Exactement, les humains et aussi quand même. Ouais. Avec de bonnes fondations. Okay. Oui. Justement, tu as raconté aussi ton ambivalence dans le TEDx que tu as fait avec ton compagnon. Mais aujourd'hui, on va zoomer particulièrement sur un point qui a été très délicat. C'est celui de quand l'ambivalence ne concerne pas une seule personne, mais le couple. Déjà, est-ce que tu peux nous resituer, toi, où est-ce que tu te positionnais par rapport au désir ou au non-désir et comment se positionne aussi ton compagnon pour qu'on remette un petit peu de contexte dans tout ça? Oui, donc déjà, pour remettre un peu des âges, parce que c'est souvent quelque chose qui revient, qui était aussi très présent pour moi dans la réflexion. Quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, j'avais 34 ou 33. Donc, je m'étais mis un peu dans mon planning je m'étais mis un peu 35 dans ma tête en me disant à 35 ce serait bien que j'ai un premier enfant. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin si, ça vient de ma mère. Mais en gros, voilà. Et lui est plus jeune que moi, donc il avait 28 ans. Je pense, a posteriori, en revoyant un peu mon histoire, c'est que j'avais envie d'avoir un enfant. Mais je ne m'étais pas vraiment posé la question. Je m'étais jamais autorisée à me poser la question. En fait, j'étais célibataire pendant très longtemps et donc là, pour une fois, je me retrouvais dans une situation amoureuse où je me disais, tiens, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de construire avec cette personne-là et pas avec un autre. Donc, je réouvre cette question. Finalement, je ne me l'étais pas du tout ouverte pendant toutes les années où j'étais célibataire. Et d'ailleurs, j'étais même plutôt à me dire, non, je veux pas d'enfant parce que je vois pas trop avec qui j'aurais envie d'en avoir. Donc, c'était intimement lié au couple. Et puis en fait, tout ce que je voyais autour de moi en termes de couple me donnait absolument pas envie d'avoir des enfants. Soit ça finissait par des ruptures, soit c'était des couples dans lesquels en fait, ça m'inspirait pas du tout. Et donc moi, j'avais un peu associé ça à avoir un enfant, c'est hyper compliqué. Donc pour l'instant, je vois pas trop avec qui je pourrais le faire. Donc voilà. Donc j'étais plutôt non quand j'étais célibataire. Et là, quand j'ai rencontré mon compagnon, je me suis dit, tiens, avec cette personne-là, plutôt oui. Donc on est dans le plutôt oui. En termes de pourcentage, vraiment, j'aurais dit oui, plutôt 70% pour avoir un enfant et 30% non. Okay. Et 70% plutôt par habitude. Enfin, sans réel travail somatique, je veux dire, émotionnel.
Mon compagnon, lui, de son côté, était plutôt dans l'autre sens. Donc plutôt non. Enfin même plutôt 90% non. Et 10% on laisse la porte pourquoi pas ouverte avec une idée de je vais explorer, je veux bien faire l'exercice intellectuel d'explorer. Ok. Donc voilà où on en était quand on s'est rencontrés. Ouais. Comment s'est posée au fur et à mesure cette question ensemble? Comment elle est devenue assez cruciale et peut-être un objet de tension au final entre cette opposition Ouais. de désir? Voilà, comment vous avez abordé ça et à ce moment-là? Alors c'est arrivé assez vite dans la discussion parce que moi j'avais 33 ans donc je me mettais quand même une pression par rapport à ça. Et mine de rien, dans toutes les relations que j'avais pu avoir jusqu'à maintenant, soit ça m'était renvoyé par les hommes qui me disaient ah mais toi de toutes les façons tu veux pas d'enfant. J'étais là, ah ok, qu'est-ce que je renvoie qui fait que je veux pas d'enfant? Est-ce que c'est le fait que je voyage, que je me sens assez libre dans ce que je fais ou est-ce qu'il y a autre chose? Et donc ça arrivait assez vite avec mon compagnon et assez vite il m'a dit mais en fait moi je veux pas d'enfant. Et moi, je me suis retrouvée un peu comme une idiote parce que je me disais, mince, ça marche vraiment bien. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un où émotionnellement, j'ai vraiment envie de m'impliquer autant. Et en même temps, c'était le début de la relation. Donc, je sais pas, on a dû avoir cette discussion dans les 3 premiers mois, enfin très vite. Sachant qu'on se connaissait déjà parce qu'on était déjà amis. Et donc, je me suis dit, en fait, ça sert à rien de mettre la pression sur le couple. Déjà profitons, regardons si ça marche, si on a envie de passer du temps ensemble, et puis on verra ensuite. Donc moi je me suis dit un peu, puis il y avait une partie de moi aussi qui était en mode, je vais le convaincre, parce qu'il y avait cette croyance que je sais pas d'où ça venait. Je pense que des discussions avec des amis ou des choses comme ça qu'on peut voir aussi dans les médias, quelque chose de l'ordre de toi t'es un petit peu plus avancé, t'es un peu plus mature, en plus t'es plus âgé, donc t'as une certaine responsabilité à le faire évoluer ton compagnon pour que lui finalement prenne sa part d'homme et je dis ça avec beaucoup d'ironie aujourd'hui et que finalement il dépasse ses peurs et qu'il fasse un enfant avec toi. Il y avait cette espèce de croyance, je sais pas si toi tu as eu les mêmes de ton côté, mais de voilà, c'est un peu ton rôle en fait de le materner pour qu'il fasse un enfant avec toi. Et ça moi encore une fois de façon assez insidieuse, ça me dérangeait vraiment profondément et j'arrivais pas trop à expliquer pourquoi. Je disais en fait je veux pas le convaincre de quoi que ce soit, j'ai envie qu'on ait tous les deux une discussion. Donc je laisse passer ce temps-là et puis on revenait d'un voyage ensemble au Danemark où en plus ils ont vraiment un rapport aux enfants qui est complètement différent. Je trouve qu'ils les ouvrent à énormément de choses. Voilà, il y a vraiment un rapport, je trouve, très, très intéressant au Danemark. Et donc, je lui ai vraiment dit, en fait, je crois que j'ai vraiment envie qu'on fasse quelque chose ensemble et j'ai envie de faire un enfant avec toi. Mais je lui ai dû dire ça, voilà. Et lui, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu sais, en fait, moi, j'en veux pas. Et là, mon monde s'est écroulé. Et vraiment, j'ai réalisé, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas une question de maturité. Et je mets des guillemets à ça, vraiment. C'est pas une question de voilà, c'est plus une question fondamentale de on a deux désirs très différentes et ils se croisent pas. Et donc là mon monde s'effondre complètement. Je passe une semaine horrible en me disant en fait cette relation, ça faisait 1 an qu'on devait être ensemble et ça se passait vraiment bien et je me dis en fait tant pis, cette relation je vais arrêter. Voilà, j'ai bientôt 35 ans, il faut je cherche le père de mes enfants, mais en tout cas j'ai besoin de quelque chose dans ma vie, dans mon couple qui soit complet et j'ai très peur de ne pas avoir ça avec cette personne-là. Donc cette rupture-là. Je me dis, va falloir, en fait, à ce moment-là, quand je parle avec mes amies, elles me disent, en fait, toi, soit tu as 2 choix. Soit tu renonces à ton désir de maternité et tu fais pas d'enfant et tu vas regretter. Soit tu le quittes et tu vas regretter. Donc en fait, moi je me suis retrouvée face à ce truc-là en disant, en fait c'est merdique, pardon, mais moi je veux pas ni l'un ni l'autre. Donc j'étais vraiment au fond du trou et j'ai à ce moment-là il y avait peu de personnes qui étaient capables de comprendre que j'avais besoin d'être avec ces 2 options-là et qu'il fallait pas. En fait, je pense que j'aurais été dans un truc un peu dramatique. Je me suis dit, ça y est, il faut que je rompe avec lui. Et j'ai vraiment essayé de me poser et me dire, je veux ni l'un ni l'autre, donc ça m'a figée. J'ai pas forcé une rupture. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait alors déjà, on a passé une semaine horrible l'un et l'autre, et ensuite on a réussi à se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare? La réponse était,
de mon côté, elle était très claire, la réponse était non. Ok. C'était non, je veux pas me séparer. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas pour ça. Je sais pas trop d'où ça vient, mais c'était vraiment quelque chose des tripes, tu vois. Pour mon compagnon, c'était moi, je vais pas te quitter parce que tu souhaites un enfant. Je vais te laisser décider si tu souhaites partir. Et ça, c'était fondamental pour moi. Moi, je disais, tu vas pas me quitter pour me faire plaisir ou pour me rendre service. Enfin, je veux dire, je suis une adulte, je peux décider de partir de la relation. Enfin, te laisser la responsabilité, absolument. En fait, plutôt que de la laisser à l'autre ou que l'autre se sente le fait de c'est moi qui décide pour l'autre parce que j'ai pas envie de la faire souffrir. C'est ça. Et ça, je trouvais ça horrible. Donc là, j'étais là, non, vraiment, ça me... Parce qu'en fait, c'est comme si on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'on peut plus être maître de ses choix. Donc ça, très clair, on a été là, chacun. Si on veut partir, on part. Ce sera dur, mais on part. On partira et voilà. On se prévient l'un l'autre, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait un peu notre deal, où on s'est dit, en fait, on fait quoi de cette situation ? On a envie de rester ensemble, mais clairement, on a un problème. Et comment est-ce qu'on essaie de gérer ce problème-là tous les deux ? Et justement, du coup, comment vous avez fait cette alliance-là, ce deal ? Est-ce que vous avez choisi une période où chacun y réfléchit de son côté ? Est-ce que vous avez plutôt fait un choix d'en parler de façon régulière ou de se donner des délais ? Comment vous avez entrepris cette alliance-là ? Alors c'était très fort émotionnellement, enfin t'imagines bien. Du coup on s'est plutôt dit, moi je ne voulais pas en reparler tout le temps parce qu'en fait je me suis dit ça va juste nourrir le conflit, ça va pas nous convenir. Donc je lui dis écoute, je me suis dit par rapport à moi-même, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, pendant longtemps, j'ai pas vraiment voulu d'enfant. Enfin, en tout cas, je me projetais pas dans un couple. Je projetais pas avec un enfant parce que j'étais célibataire. Il y a pas mal d'hommes qui m'ont renvoyé le fait que de toutes les façons, je voulais pas d'enfant. Il y a peut-être quelque chose pour moi à aller creuser. Donc, je vais aller creuser mon non-désir de maternité. Mais j'ai mis une condition et je lui ai dit écoute, moi, je voudrais que toi, t'ailles creuser ton désir de paternité. Il me dit je suis pas sûre d'en avoir un. Oui, mais s'il te plaît, va creuser. Chacun fait son... Donc moi j'étais suivie en psy. Mon compagnon l'était pas et il était ok pour se faire suivre sur ce sujet-là. D'accord. Donc on s'est dit, deal, on se donne 6 mois, on devait partir en vacances à l'été ensemble. On se donne 6 mois pour déjà passer du temps ensemble et se dire, est-ce que on est bien ensemble ? Est-ce qu'on a envie d'investir ce truc-là ? Chacun fait sa réflexion et cette discussion, tu vois, elle était en juillet, juste avant mon anniversaire de 35 ans. En octobre, en novembre, on se fait le point. Et je me disais, du coup, si on se sépare, ça va être super les vacances de Noël, mais bon. Donc, mais on s'était mis pas une deadline, mais une échéance un peu large pour pas trop se mettre la pression. Et on s'était donné comme deal, on essaie de pas trop en parler, entre nous en tout cas. Mais par contre, moi, j'en ai pas mal parlé avec mes amis. Alors j'ai assez trié avec qui j'avais envie d'en parler parce que j'avais pas beaucoup d'amis autour de moi qui pouvaient vraiment rester neutres sur ce sujet-là. Ils avaient déjà des enfants soit ils avaient déjà des enfants, soit elles étaient très claires sur leur désir de maternité. Okay. Mais par contre, je pense que c'était moins pas pour elles, c'est plus que moi ce que je projetais sur elles. En fait, c'était compliqué pour moi de m'ouvrir à ce sujet-là quand mes amies avaient déjà un enfant, étaient déjà très heureuses dans leur maternité. Et du coup, moi, je me sentais incomplète, pas à la hauteur, tu vois. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'en ai très peu parlé autour de moi. Okay. Je pense pas que ce soit mes amis mais c'est vraiment moi, je me suis pas autorisé ça. Je regrette un peu aujourd'hui, mais bon, voilà. Arrivent les vacances d'été, ça se passe très bien. Donc là, on se dit, moi intérieurement, je me dis, zut, quand même, ça se passe bien. Et en même temps, mon travail avec le psy faisait que je me disais, en fait, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Est-ce que j'avais vraiment un désir de maternité ? Et j'avais peur de me mentir à moi-même. Maintenant que tu connaissais en fait cette donnée-là, exactement. Et tu tenais très fortement à cette relation. En fait, ma peur, c'était... Oui, alors je tenais à cette relation, mais ma plus grande peur, je crois, c'était de me dire, en fait, tu vas renoncer à ce désir. En fait, tu vas nier ton désir de maternité. Tu vas tellement t'aimer cet homme et t'aimes cette relation que tu vas pas t'écouter et tu vas le regretter. Vraiment, j'avais très très peur de regretter ça. Et donc, je me rappelle une séance de psy où je me suis dit, mais en fait, non, t'as vraiment envie d'avoir un enfant. Et donc, il faut que tu sois honnête vis-à-vis de toi-même. Et donc, ça m'a posé. Je me suis dit, oui, en fait, j'ai envie d'avoir un enfant. Je fais quoi maintenant ? Parce que j'ai aussi pas envie d'avoir un enfant. Et du coup, j'avais les deux. Et donc là, à la fois, ça m'a un peu... je me suis sentie pas normale, pour être très honnête. Et en même temps, je me suis dit, en fait,
Du coup, j'ai aussi peut-être quelque chose à explorer là-dedans. Donc j'ai en fait 2 pistes qui s'ouvrent, alors qu'avant, j'avais pas vraiment de pistes. Et en octobre, on s'est dit, bon, on fait quoi? On s'est dit, bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc, moi, je me suis jamais dit, enfin, je vois pas les relations amoureuses comme toute ma vie, je vais m'engager avec quelqu'un. Par contre, je me dis, là, aujourd'hui, j'ai envie de rester avec toi. Dans le mois prochain, j'ai envie de rester avec toi. Peut-être l'année prochaine, j'ai envie de rester avec toi. En fait, pour moi, l'engagement, il se réitère tous les jours, toutes les heures, chaque minute, en fait, d'être avec quelqu'un. Et je trouve qu'il y a une grande liberté par rapport à ça. Donc, je me suis dit, là, aujourd'hui, dans la vie que j'ai aujourd'hui, j'ai envie d'être avec lui. Et donc, oui, je vais aller explorer ma part de non-désir. Ok. Même par rapport à cette temporalité du couple, de l'engagement relationnel, où ça se vit au quotidien, ça se réinvente au quotidien, chaque heure, chaque minute, comme tu le disais. Ouais. Et en même temps, il y a aussi l'autre temps pour la femme, l'autre tempo, qui vient peut-être aussi quand même titiller tout ça. Ouais. Mais au moins, ça te permettait d'explorer ces 2 chemins-là. Ouais. Et à partir de ces 2 chemins-là, est-ce que tu as entrepris des actions au-delà de la psychothérapie, d'en parler un peu autour de toi? Vers quoi tu t'es dirigée aussi? Ouais, alors du coup, en fait, j'ai décidé de mener les 2 désirs et non-désirs, avancer un peu, en fait. Alors, j'en ai peu parlé, parce que ça m'aidait pas vraiment d'en parler. En fait, les gens me renvoyaient juste leur avis, donc moi, ça m'intéressait pas trop. Ouais. Par contre, donc, dans le non-désir, je me suis autorisée à me dire, ok, en fait, si j'ai pas d'enfant, à quoi elle ressemblerait ma vie? Donc, je me suis vraiment imaginée, je dis, tiens, j'aurais un cheval, tiens, je pourrais voyager, tiens, idéalement, je suis à mon compte, je pourrais faire un mois aux États-Unis, au Canada, parce que j'ai beaucoup d'amis, et puis en France... un mois en France. Moi, j'avais pas trop de conscience écologique à ce moment-là. Mais je me disais, j'ai vraiment ouvert ça. Et je me suis autorisée à l'ouvrir et à le rêver et à l'écrire. J'ai beaucoup écrit, j'ai fait beaucoup de journaling à ce moment-là. Et dans le désir, je me suis dit quand même, j'ai 35 ans, gros stress. Par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? Comment j'explore? Et en parlant avec ma gynéco, je me suis dit, mais en fait, je vais faire une préservation d'ovocytes. J'ai un peu d'argent de côté. Oui, parce que la loi n'était pas encore passée. La loi n'était pas passée. J'ai pas de soucis de santé en particulier. Enfin, en tout cas, toutes les analyses que j'ai faites, tous les examens ont dit que tout était ouvert. J'avais un très bel utérus, tout allait bien. Parfois, d'ailleurs, tu as un peu de culpabilisation autour de ça. Et donc, je me suis dit, j'ai 5 000 € que je peux investir en Espagne. Et donc, j'ai décidé de faire une préservation d'ovocytes. Mon compagnon était contre. Et ça, d'ailleurs, ça a été une donnée où je me suis dit, pourquoi il se mêle de ça? C'est mon sujet. Ça a été un point de tension. Okay. Il était contre. Et je me suis dit, tant pis, j'y vais quand même. C'était quoi son argument dans le fait d'être contre? Tu te souviens? En fait, parce qu'une fois, je lui ai proposé, je lui ai dit, mais tu sais, moi, je pourrais faire un enfant toute seule, et puis toi, t'es à côté, quoi. Il me dit, non, c'est pas vrai, enfin, je veux dire, je m'en occuperai, enfin, moi, je veux pas. Et donc ça m'avait fait un peu peur. Je me suis dit, oui, c'est vrai que dans le quotidien, si je vis avec lui et que moi j'ai un enfant, il serait impliqué, quoi. Donc il voulait pas de ça, il était très clair. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il avait pas envie que j'aille plutôt dans cette direction-là, parce que de façon égoïste, pour lui, je pense, ça allait vers quelque chose qu'il souhaitait pas, quoi. Donc je pense que c'était ça. Ok. En revanche, donc j'ai fait ma préservation d'ovocytes et on est descendu en voiture, on habitait à Nantes à l'époque. On habite toujours au nord de Nantes maintenant. On est descendu jusqu'à Bilbao, j'ai fait ça en voiture. Et donc, je lui ai demandé de m'accompagner. En fait, pas exactement. Il m'a proposé, il m'a dit, est-ce que tu voudrais que je t'accompagne? Et je lui ai dit oui, parce que en fait, je me suis dit, oui, d'une certaine manière, ça le concerne aussi. C'est mon corps, mon choix, ma bataille, mais ça le concerne. Et donc, il est venu, il a vraiment été hyper présent. Pendant tout le moment, parce qu'on a quand même les hormones en vrac, il a été hyper présent pendant toutes les piqûres, etc. Et ça a été très bénéfique pour notre couple, parce que je pense qu'il n'aurait pas été présent, il m'aurait laissé faire ça toute seule, je pense qu'on serait plus ensemble aujourd'hui. Okay. Et on en a parlé tous les deux, et il était assez d'accord. Il me dit, en fait, je pense que c'était fondamental que je sois là avec toi dans cette épreuve. Et ça me donne toujours de l'émotion quand je dis ça, parce que c'est quelque chose qui nous a soudés finalement. Donc voilà, donc ça c'est cette histoire de préservation d'ovocytes que j'ai continué à avancer, et au bout d'un moment je me suis dit, en fait maintenant le temps passe, il faut que je prenne une décision, mais la décision c'est pas un truc rigide et bloquant, c'est plus, en fait je vais
au bout d'un moment, les deux chemins, je peux plus vraiment les porter en même temps. Je vais plutôt aller vers le non-projet de maternité, mais j'ai un désir d'enfant. Et ça, c'est difficile pour les gens à comprendre. Ouais. Justement, qu'est-ce qu'on a pu projeter? Tu parlais tout à l'heure de les propres projections que tu avais vis-à-vis de ce fait-là, mais est-ce que dans la société ou même dans ton milieu professionnel, on a pu te renvoyer des choses sur... comme tu disais, il changera d'avis, ou tu dois le faire changer d'avis, tu verras. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui te viennent dans la tête par rapport à ça? Par rapport à ce qu'on a pu projeter sur lui, c'était quelqu'un qui était trop jeune, tu verras, il n'est pas assez mature, etc. Ou tu verras, c'est un monstre de la part de personnes assez proches, un monstre. Il est très égoïste, il pourrait faire ça pour toi. J'étais là, non, je pense que c'est pas une bonne idée pour lui, ni pour moi, ni pour le couple, enfin, ni pour personne. Ni pour l'enfant. Ni pour l'enfant. Donc j'étais, non, je veux pas qu'il me fasse ce cadeau, je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc ça, on l'a. Et ça a été assez dur pour lui de recevoir ça, et du coup, l'image du mauvais, méchant. Quoi. Ouais, du grand méchant. Sur moi, on m'a pas vraiment entendu sur le désir, c'est plus qu'on m'a renvoyé ah, mais c'est ok de pas vouloir d'enfant. Et pour moi, ça, c'était très blessant parce qu'en fait, j'essaie d'expliquer que c'est pas parce que j'ai décidé de pas avoir d'enfant que je ne veux pas d'enfant. Et les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça. Et je pense et moi, je me dis, j'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire que si j'avais voulu avoir un enfant, je pense que j'aurais pu procréer. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas. Et dans ces moments-là, j'ai une grosse pensée pour toutes les femmes pour lesquelles c'est compliqué. Et en fait, qui disent, j'ai décidé de pas avoir d'enfant, mais c'est plus une décision par circonstance que par choix, et à qui on pourrait renvoyer c'est ok de pas en vouloir. Je me dis waouh, d'une violence. Donc c'est plutôt ça, tu vois, qui m'a vraiment gênée. Toi, aujourd'hui, tu dirais que tu es sans enfant par circonstance ou par choix, justement? C'est une bonne question. Je dirais qu'en vrai, je suis quand même plus, je dirais plus par circonstance, en fait, par circonstance relationnelle. Et j'ai choisi de m'approprier ces circonstances pour en faire une puissance. Ce qui est un moyen de contourner le truc. Ce qui est un moyen de me réapproprier des décisions sur lesquelles on n'a pas toujours tous les leviers. Est-ce que justement Motherhood, ça en fait partie d'une des façons de te réapproprier cette question-là? Ouais, d'explorer toute cette partie. Dans le plaisir d'explorer cette voie, il y a vraiment, je pense, embrasser mes convictions beaucoup plus féministes. Et travailler avec d'autres femmes. J'ai beaucoup plus de plaisir à travailler avec des femmes. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu industriel et Energy Utilities, donc c'était très masculin. Et d'ailleurs, j'ai complètement shifté ma pratique d'aller travailler avec plus de femmes, m'entourer de femmes, travailler avec toi sur Motherhood et aller ouvrir cet espace-là, en fait, cet espace de couple où, oui, on peut d'abord réfléchir à soi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le programme, tu vois. On invite les femmes à d'abord réfléchir à elles, sortir un peu de leur contexte, etc. Et ensuite, si besoin, si elles le souhaitent, d'aller réfléchir à deux. Mais pour moi, il y a quelque chose d'un espace à créer, d'abord pour moi, et aussi d'aller le créer dans la société, je crois beaucoup à la sororité. Là, quand on parle de sororité, ça me fait aussi penser que, est-ce que pour toi, il y a cette sensation qu'on confond parfois l'amour avec le projet parental. Donc quelque part, le couple conjugal avec le couple et parental. le couple parental. Oui. Je pense qu'il y a un couple conjugal, ensuite il y a un couple parental. Le couple conjugal, il peut être un peu mis à mal, voire complètement dépérir. Et après, si celui-là n'a pas complètement dépéri, il y a un couple... un couple, voilà. Et donc oui, on a aussi cette image qu'un enfant scelle l'amour d'un couple. C'est un mini toi, c'est un mini moi, du coup on aura un mini nous et c'est quelque chose qui va venir sceller notre amour. Oui, pourquoi pas. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de sceller son amour et de continuer à le nourrir. Et moi je crois beaucoup à ça dans les relations amoureuses et dans les relations de manière générale d'ailleurs, qu'une relation qui va bien, une relation saine, c'est une relation qui est vivante et c'est une relation qu'on nourrit. Et donc, même si on a des enfants en bas âge et que c'est vraiment compliqué d'avoir du temps à deux, d'essayer de nourrir cette relation. Ça pourrait être plein de petites choses, des petits gestes, des petits moments, des petits regards, mais de ne pas oublier qu'on est en couple avec quelqu'un et pas juste l'un à côté de l'autre au service des enfants.
Bon, c'est facile en n'ayant pas d'enfant. Il y a toujours une part de moi qui a aussi cette culpabilité, tu vois, à parler de ça en me disant... de le préciser. Oui, de me dire, en fait, je peux pas... Et on me l'a renvoyé beaucoup, hein, mais en fait, tu sais pas ce que c'est. Oui. Et j'ai quand même de l'expertise pour accompagner les couples là-dessus. Tout comme on te renvoie, non mais tu connais pas vraiment ce qu'est la fatigue parce que t'as jamais eu d'enfant. Ça, c'est aussi quelque chose... Donc là, de ce que je retiens de ce que tu formulais, c'est que on peut clairement considérer qu'on peut avoir un projet parental en dehors aussi d'une relation amoureuse. Absolument. Et d'où aussi ton questionnement à un moment donné de est-ce que pour moi, faire un enfant seul, c'est ok ou pas? Et je pense que ça aurait été ok pour mon compagnon, je serais vraiment allée dans cette direction-là pour le coup. C'est que lui c'était un nom très, très clair. J'ai pas rechallengé celui-là. T'en as déjà parlé pas mal, mais on va revenir quand même. On aime bien glisser des outils, des conseils, des pratiques, des conseils choisis et pas non avisés. Sollicités. Ok, je veux bien. Tu parles souvent tout à l'heure d'espace sain, de discussion, d'espace serein, là notamment dans le couple. Comment on fait concrètement? Qu'est-ce que tu glisserais là comme outil, comme un réflexe, comme erreur à éviter lorsqu'on veut ouvrir cette question-là dans le couple, dans le cas d'une relation? Alors, mon premier conseil, ce serait vraiment de faire attention à la forme de la discussion. Il y a toujours le fond, ce que j'ai envie de dire, et la forme, comment je vais le dire. Pour moi, la forme, le cadre de la discussion est fondamental pour... que moi je me sente en sécurité dans la relation et donc dans la discussion et que l'autre se sente aussi en sécurité dans la discussion. Si il n'y a pas une grande attention accordée au cadre, c'est très dommageable pour le fond. Donc de réfléchir à ce serait quel meilleur moment. Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est rarement le soir en fonction des gens, mais avant de s'endormir. Voilà, par exemple, ne pas avoir ce genre de discussion le soir dans le lit avant d'aller se coucher. Non, c'est te dire on va aller marcher. Donc pour moi c'est vraiment de réfléchir à est-ce que c'est nous on le fait avec un verre de vin en se posant, en se disant tiens ce soir on a envie de parler de notre couple et on se prépare un petit apéro et on fait ça comme ça. Donc, je précise que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Absolument. Mais faut ouvrir des discussions essentielles. Merci pour cette précision. Donc ça c'est vraiment le cadre où, à quelle heure, comment, et pas dans le lit, pas le soir et pas quand vous n'êtes pas en mesure de recevoir de réponse. Voilà. Ensuite de prévenir son partenaire ou sa partenaire, de dire en fait j'aimerais bien qu'on discute autour de notre couple. Est-ce que tu serais d'accord? Demander l'autorisation, oui, non. L'idée, c'est pas de passer 3 heures à en parler, mais c'est plus d'ouvrir une porte qu'on pourra fermer. Ça, c'est aussi important de pouvoir refermer cette porte-là. S'assurer de la disponibilité, quitte à prendre rendez-vous Exactement. Ensemble. Et est-ce que tu conseillerais même de se dire c'est 1 heure et ou pas tant et se laisser quand même l'ouverture du temps? Je laisserai l'ouverture du temps parce que je pense que c'est vraiment propre à chaque couple. Par contre, le conseil que je donnerais sur le fond, ce serait de vraiment prêter attention à ce que l'autre va dire et d'écouter avec beaucoup de curiosité et pas d'écouter pour répondre. Et ça, c'est vraiment une discussion une distinction importante. Je vais vraiment essayer de comprendre ce que veut me dire l'autre, quitte à dire attends, en fait, de ce que j'ai compris de ce que tu me dis, c'est blablabla. Bla, bla, bla. Et l'autre peut dire oui, c'est ça et compléter ou en fait non, c'est pas exactement ça et ajuster. Mais pas de dire oui mais ou ça c'est vraiment vous n'avez pas écouté en fait quand on fait ça. Quitte à aussi, je sais que j'ai donné ça comme conseil une fois, de se dire tu sais quoi, on va se mettre 5 minutes et pendant 5 minutes je vais parler moi et pendant 5 minutes toi tu peux pas parler. On l'a fait une fois, on avait un conflit d'ailleurs avec mon compagnon, j'avais pas du tout envie de le faire et parce que j'étais très en colère donc j'avais très envie de nourrir le conflit. Ce qui est une mauvaise idée. Et donc, du coup, on s'est donné 5 minutes. Et en fait, en 20 minutes de conversation, on avait pas mal exprimé de choses. Donc, ça, ce seraient les conseils. Donc, pour récapituler, faites attention à quand, où, comment préparer la discussion, que ce soit préparer l'autre, mais préparer aussi qu'est-ce que vous avez envie de dire, qu'est-ce que vous avez envie de ne pas dire aussi. Et puis, vraiment prêter une grande attention à l'écoute. L'écoute pour comprendre et pas l'écoute pour répondre. Quitte à reformuler
Ouais, comme Complètement. tu le faisais, reformuler le propos de l'autre pour que l'autre puisse dire oui, c'est bel et bien ça que j'ai voulu te signifier. Et voilà. Ce qui me vient aussi et qu'on utilise beaucoup dans Motherhood pour se poser les bonnes questions, d'utiliser lorsqu'on souhaite poser une question à l'autre, une question ouverte. Oui. Pas le est-ce que, et Oui. où tu vas être face soit à un oui ou un non, donc Ouais. une question fermée, Ouais. mais bien un qu'est-ce que, comment, pourquoi, Ouais. pour À quoi, nourrir en la quoi. relation. Ouais. Le pourquoi, moi, je l'éviterai dans un premier temps parce qu'il demande, en fonction du ton avec lequel on l'utilise, il peut demander beaucoup de justification, il peut être perçu comme agressif, alors que c'est pas toujours l'intention. Mais le pourquoi, moi, au début, quand on n'est pas trop rompu à l'exercice, je l'enlèverai. C'est plutôt en quoi, comment, qu'est-ce que, quand. Ouais. Et ça me fait penser à une autre chose que tu disais, c'est de ne pas avoir de discussion quand vous êtes trop dans l'émotion. Soit trop dans la tristesse, soit trop dans la colère, parce que vous êtes à peu près sûr qu'il y aura... Quand il y a trop d'émotions, en fait, il n'y a plus la possibilité de discuter. Donc, ça sert à rien. De vérifier pour toi-même que tu viens bel et bien dans l'intention de nourrir la relation et non pas, comme tu disais, là j'ai juste envie d'être dans le conflit, donc là ça va être complètement infertile. Ouais, quitte à le dire, de dire en fait, et ça nous est arrivé un peu plus tard que lundi, où on a eu un conflit, et en fait, mon compagnon voulait le résoudre, je lui dis en fait là je peux pas, parce que je vais être trop en colère, donc voilà, il y a ce truc-là qui est ouvert. On le referme pour l'instant, on va le réouvrir plus tard dans la semaine, mais là moi je peux pas, donc aussi d'être responsable de soi. Quel serait le message que tu voudrais faire passer à une femme qui aime son partenaire ou sa partenaire, mais sans que leurs désirs divergent? Tu veux dire où il y a un désir qui diverge. Donc un cas qui serait similaire au mien. C'est ça. Ça serait quoi le message qui t'aurait fait du bien, toi, peut-être, d'avoir initialement au tout début? Ouais. Moi, le message que j'aurais envie de lui dire, c'est vraiment de... C'est difficile de le faire... de le dire sans que ça tombe dans des trucs un peu niais. Mais je pense que de s'autoriser à ouvrir un peu le champ des possibles et des côtés un peu lumineux dans quelque chose qui peut paraître pas du tout lumineux. Donc d'essayer de faire l'exercice intellectuel d'abord, parce que quand c'est trop dans l'émotion, on n'y arrive pas, mais de se dire ok, alors si j'ai envie d'avoir un enfant et que je peux pas, ce serait quoi le cadeau entre guillemets de cette situation-là? Parce qu'on a tendance à vouloir à se dire bon, c'est horrible, je subis, et c'est vrai, on subit des circonstances, des contextes. Et se dire en fait, je vais essayer d'aller chercher le peut-être 1% de joie, de plaisir, de lumière dans un tableau qui est très très noir. Et de faire cet exercice-là pour elle d'abord. Et après d'essayer de voir si elle peut nourrir ça en parlant avec des femmes qui auraient été dans des cas similaires. Voilà, ce serait ça. De se retrouver actrice finalement dans cette situation-là. Ça me fait penser notamment par rapport au programme, à notre accompagnement vis-à-vis de Motherhood, où on a quand même une grande partie de femmes qui sont en couple, où le sujet n'a pas été forcément abordé, ou alors il a été abordé, mais pareil avec des petits moments de tension, ou encore des couples en termes de famille recomposée quelque part, où le compagnon lui a déjà des enfants, ou l'accompagne de nouveau, et que pour l'autre non, il n'y a plus ce nouveau désir, cette nouvelle parentalité là, et donc ça peut aussi être intéressant d'investiguer, de revenir à l'intérieur de soi par le programme ou une psychothérapie par laquelle tu as pu passer aussi. Mais c'est important. Et je veux rajouter quelque chose sur les familles recomposées, parce que je pense qu'il y a un enjeu qui rajoute de la complexité. C'est que souvent, quand il y a quelqu'un qui va se remettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et qu'il y en a un qui a un enfant, il peut y avoir un rapport de pouvoir qui s'installe. C'est-à-dire que moi j'ai tout ce que je veux finalement, j'ai le couple, j'ai le compagnon, la compagne qui n'a pas d'enfant, donc en fait il ou elle est complètement disponible pour le couple. Pas disponible pour moi, mais disponible pour le couple. Et de l'autre côté, j'ai mes enfants, donc en fait, je suis un homme ou une femme comblée. Et donc, on peut parfois avoir des personnes qui, du coup, vont se couper un peu de la relation,
en fait se dire moi en fait tout va bien dans ma vie, et qui vont refuser un peu la souffrance du ou de la partenaire en face d'eux. Et ça, faut avoir conscience pour le ou la partenaire qui est dans cette situation-là, que du coup, de faire attention aux dynamiques de pouvoir. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais d'essayer de faire prendre conscience au partenaire qui, pour lui, tout va bien, pour elle, tout va bien, que y a un impact en fait sur elle. Et s'il y a un impact sur elle ou sur lui, il y a un impact sur la relation amoureuse. Et de leur faire prendre conscience que peut-être qu'ils ne veulent pas de cette relation-là parce qu'eux, ils ne seront pas bien. Et ça, c'est vraiment aussi la question des limites personnelles. Quelles sont, et ça, on travaille beaucoup dans le programme, c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes envies, et du coup, c'est quoi mes limites, qu'est-ce qui est acceptable pour moi. Et c'est vraiment la différence entre le travail qu'on fait entre les peurs, les besoins et les attentes du couple. Et c'est 3 choses différentes. Et plus j'ai conscience de mes besoins, comment je les communique, plus j'ai conscience aussi des attentes relationnelles que j'ai, plus je vais pouvoir naviguer entre les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait avec le programme. Aussi beaucoup en effet miroir, parce que d'entendre d'autres personnes te dire tiens, moi j'ai ce besoin-là, ou moi j'entends ça dans ce que tu dis, ça t'aide aussi toi à dire oui, en fait c'est ça que je veux dire, ou en fait non, je m'exprime pas bien. Et c'est pas mon compagnon ou ma compagne qui comprend rien. C'est vrai que moi je l'exprime mal, ou je dois induire quelque chose dans ma façon de le dire. Et ça, quand on a en face de nous des femmes qui sont, je veux dire, de façon très dans la même situation que nous, et puis facilitée aussi par toi et moi, on fait hyper attention à ça. Ça peut vraiment t'aider, parce que toi en tant que femme, tu peux aussi apprendre à mieux communiquer sur tes besoins et sur tes limites. Complètement. On va justement arriver vers la fin de cette discussion, de cet échange. Pour revenir un petit peu à votre situation à tous les deux, puisque il n'y a pas le projet parental tel que la société l'entend, on a souvent aussi la question de oui, mais s'il n'y a pas de projet parental, alors c'est quoi le projet de couple? Eh bien, est-ce que toi tu considères que vous avez créé un projet autre, ou en fait votre projet c'est d'être en couple? Et voilà. C'est une très bonne question, parce que je pense que ça a évolué ma réflexion au fur et à mesure du temps. Au début, je me suis mis une pression, je disais, ok, on n'a pas d'enfant, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ensemble? Et j'avais besoin de me projeter dans quelque chose. On a acheté une maison, on a un projet ensemble, qui est Maison Chardonneret, qui est une association écolo autour d'une ferme, etc., qui nous permet de faire ça. Mais plus on construit ça ensemble, plus moi je me rends compte que, en fait, notre projet, c'est pas ça. Que notre projet, c'est effectivement de faire famille autrement. C'est de continuer à nourrir notre relation et continuer à nourrir l'écosystème relationnel autour de nous, des vivants, et j'inclus nos chats, nos chevaux, parce que pour moi, ils font partie de notre famille. Mais mon neveu, les personnes qui sont aussi autour de nous, les enfants, ça pose aussi la question de l'héritage. Mais j'ai beaucoup évolué sur ça, et aujourd'hui, je dirais que j'avais besoin à ce moment-là de me projeter dans quelque chose, aussi parce qu'on m'a bassiné avec cette idée que il faut avoir un couple. Pour tenir un couple, il faut avoir un projet commun. Je ne pense pas. Je pense que le couple doit être le projet commun du couple, et donc de nourrir la relation. Mais ça, je m'en étais pas rendu compte, et c'est aujourd'hui que je peux avoir cette réflexion-là. C'est hyper intéressant. Du coup, ça donne l'idée, la notion que ça t'a transformé, en fait, aussi, cette expérience, sur ta notion d'aimer, sur ta notion de faire couple, et donc ta notion de faire aussi famille. Et donc, voilà, j'espère que ça pourra aussi enrichir toutes les auditoristes qui nous écoutent vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que tu aimerais laisser là, maintenant, comme message, ou une question que je t'aurais pas posée et que tu voudrais préciser? Je pense que de repenser la famille autour des êtres vivants et pas juste humains peut être intéressant pour certaines personnes. Inclure les animaux de compagnie, inclure les lieux. Il y a des personnes pour lesquelles c'est très nourrissant d'être dans un endroit en particulier, et de s'autoriser à dire en fait c'est aussi mon espace, ma famille d'une certaine manière, familia, domus, tu vois, vraiment dans le sens c'est là où je suis, où je vis, où je me sens bien. Les amis, ou de vraiment de s'autoriser à se dire en fait il y a tous ces êtres vivants autour de moi
qui peuvent me nourrir moi et vers lequel moi aussi je peux envoyer de l'amour. Ça fait très... voilà. On a besoin d'amour. Je pense que ça, repenser les modalités de familiales au-delà de l'humain. Ouais. Voilà ce qui me vient. Merci Ami. Merci Laurie. Je précise que vous pouvez retrouver justement le fameux TEDx en ligne en tapant TEDx et puis Amy Druyen et du coup le nom de ton compagnon. Et on le mettra en lien aussi de cet épisode. Et puis, si vous êtes reconnu dans cette expérience, cette histoire, surtout n'hésitez pas à aller un peu plus loin à nos côtés sur Instagram ou aussi